Et puis après la suite, c'était par rapport à la mort. Aïe. Il y a un recyclage de mémoire. Donc cette mémoire-ci est une portion de toute la mémoire. Mais cette mémoire-là possède une structure qui est différente d'un autre moi. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Alors, ce moi, lorsqu'il va se dissoudre, ce moi qui est là, séparé du monde et comme un petit sac fermé, à un moment donné, à l'instant de la mort, disons, ce sac va s'ouvrir. Et les mémoires qui étaient contenues ici dedans, pour pouvoir faire des expériences spécifiques, vont se dissoudre dans ce grand champ d'information, de mémoire. Ce processus, ouverture du sac, libération des mémoires, fermeture du sac, naissance d'un moi qui est seul, c'est un processus qui se donne tout le temps, naturellement. Maintenant, si l'énergie est beaucoup investie au niveau de l'index, du bout de cet index, qui est la vie de l'être humain, alors lorsque l'être humain va mourir, l'énergie va continuer à se diffuser à travers cet espace-ci. Oui. Mais ce moi peut passer dans le monde du rêve, dans le monde des morts, je voulais dire, mais ça revient à la même chose. Ouais. Si ce sac reste plutôt fermé, c'est pour vous donner une image. Hein. Donc au moment où c'est censé se dissoudre, ça se dissout qu'à moitié, imagine. Pourquoi? Parce que cette structure, ce sac, a tellement été nourri qu'il lui est difficile de se dissoudre à ce moment-là. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce petit sac, qui n'est autre qu'un sac de mémoire, va passer à un autre état. À un état ou dans un autre état de conscience, qu'on peut appeler le monde des morts. Ça ne trouve plus les mots ici. Est-ce que ça va jusqu'ici? Merveilleux. Donc on a l'image du petit sac. Ouais. Le sac se crée, ça se ferme, ça vit. À l'état de veille, c'est fermé très souvent. Ça s'ouvre lorsque ça fait l'exercice qu'on vient de faire et quand ça fait ceci. Quand ça dit ça commence à se flouter, c'est que ça commence à s'ouvrir. Parce qu'il n'y a plus de contours, de frontières, autant de frontières aussi denses entre ici et là. Donc ça commence à se flouter, même dans le champ de vision, ce que vous avez pu expérimenter. Oui, donc à l'état de veille, c'est plutôt fermé, ça peut être un peu ouvert. À l'état de rêve, c'est un peu plus ouvert. Et lorsque ça meurt, dépend comment ça a été nourri au niveau de l'énergie. Ça va soit complètement s'ouvrir, et toutes les mémoires vont à nouveau être brassées avec toutes les autres mémoires, et être encapsulées par d'autres petits sacs, d'autres petits moi, soit ça peut rester un peu fermé. Si c'est un peu moins fermé, et surtout au moment de la mort, certaines mémoires sont libérées, mais il en reste toutefois, il reste un résidu de mémoire. Ce résidu de mémoire-là, on l'appelle le mort, le défunt. Oui. Il ne va pas quelque part. Bien que le passage ici du vivant au mort passe très souvent, d'ailleurs on entend dire « je passe par ce tunnel ». Oui, au bout, je vois la lumière. Oui, je vois le soleil. Je vois le trou. On y reviendra après. Oui. Qu'est-ce qui se passe fondamentalement? Le sac s'allège, mais il contient encore de l'information. Et tant qu'il y a de l'information, il y a ce qu'on appelle l'incarnation. L'incarnation, ce n'est pas que pour l'état ou le monde du vivant, mais aussi pour le monde des morts. Alors, qu'est-ce qui va se produire avec ce moi? Ça dépend.
Si c'est très fermé, très rigide, lors de la mort, ça risque de ne pas libérer toute la mémoire. Oui, ça va pour l'image. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire? Voilà, c'est comme ça qu'on ouvre le sac. Oui. Une fois qu'il est ouvert, par exemple, toi, tu pourrais choisir en quoi tu vas te réincarner ou dans quelle dimension, une fois que tu as compris toutes ces choses. Tu vois, c'est là où les mots sont traîtres à un moment donné. Parce qu'on met des mots ici pour que le moi puisse appréhender ce processus. Or, il n'y a pas de moi en tant que tel. Il n'y a que des formes qui encapsulent certaines mémoires. Mais le moi n'est pas quelque part et va quelque part. Il est juste un tas d'étiquettes. Donc ici, pour ici, l'idée de l'incarnation, c'est juste une identification, donc un transfert d'énergie. Ce transfert d'énergie, du plus concret, du plus solide au moins solide, ça se fait de toute façon sur 24 heures, non? État de veille, état de rêve, et puis après sommeil, profond, où toutes les mémoires sont comme dissoutes complètement, parce qu'il n'y a plus personne pour dire « Ah, je suis en train d'être ou je suis dans le sommeil profond », non? À l'état de rêve, c'est encore possible, plus à l'état de sommeil profond. Donc, bien sûr qu'après, ça peut aller naviguer. Mais il est faux même de le personnifier comme ça, parce que le poulpe a juste un grand cœur qui fait ou qui amène son sang vers toutes les extrémités. C'est pas parce que le sang maintenant se trouve au bout de mon index que je me prends pour le bout de mon index, non? Je ne me sens pas piégée au bout de mon index. Peux-tu observer? Mais cela est difficilement exprimable au niveau du moi. Parce que lui se dit être ici, bien qu'il ne puisse pas localiser ce que veut dire être ici. C'est quoi être ici? Non, on se comprend. Ah, tu es assise ici, je suis debout là, oui d'accord, tu es ici. Mais si on regarde ça avec un peu plus de recul, c'est où ici? C'est très abstrait. Pourtant, ça nous paraît très concret quand on le dit, non? Et donc, ce moi qui a l'impression d'être ici, parce que la mémoire qui est ce moi peut venir se coller à ce sac, qui est initialement un espace vide. Oui. Et ce moi, d'un coup, se dit être à cet endroit-ci, et à cause de cette illusion de séparation, il se dit aussi aller quelque part. Il se dit, ah, après être mort, je vais aller, et je vais aller revoir d'ailleurs aussi toutes ces personnes que j'ai perdues de mon vivant. Donc le sang pulse, va à l'extrémité, à un moment donné sur 24 heures, ça remonte le long de l'index. C'est un mouvement naturel, comme l'inspire et l'expire. Mais il y aura certains mois au bout de cet ongle qui resteront moi et qui deviendront des défunts. En quoi est-ce que ça concerne le poulpe? Donc, quelqu'un avait posé la question, a dit, mais c'est quoi fondamentalement la différence entre être vivant et être mort? C'est le contenu d'informations qu'il y a dans le sac. Chez le mort, il y en a moins. Chez le vivant, il y en a plus. Après, il y a d'autres différences. La gravité n'est pas la même. Bien qu'elle soit indispensable pour que les choses puissent se structurer. Parce que ça nous paraît logique de nous dire « Ah, mais ça se structure comme ça tous les matins ». Mais il faut une structure de base pour que la mémoire sache exactement où venir se coller pour que ça rende cette image idem
à celle d'hier. Chez le mort, cette structuration-là de mémoire, d'image, change facilement. Ça peut facilement changer d'aspect. Ça peut prendre l'aspect lorsque c'était jeune, à un moment donné, ça peut prendre l'aspect quand c'était plus âgé ou lors de l'accident qu'il a eu, peu importe. Donc c'est beaucoup plus malléable à ce niveau-là. Ici, chez le vivant, il y a beaucoup d'informations et la gravité est beaucoup plus présente ici. Et la gravité veut dire, c'est pas le fait que je ne décolle pas du sol, je ne vous parle pas de cette gravité-là, mais de cette structure initiale qui fait que toutes les étiquettes, et il y en a des milliards et des milliards, hein, perso, collectif, familial, que toutes ces étiquettes viennent se greffer d'une manière très précise pour que ça puisse fonctionner ici, à travers ce nombre-là d'étiquettes. Chez le mort, moins d'étiquettes, plus d'espace libre. Donc la prochaine fois que vous croisez un mort, ah oui, vous vous dites, c'est juste un tas de sacs, mais avec moins de mémoire et ça a moins d'étiquettes. Mais il n'y a personne là derrière, comme il n'y a personne ici. C'est vraiment juste un sac d'informations. Est-ce que c'est beaucoup plus clair comme ça ?